Bonjour, les jeunes peuvent-ils débloquer la France? C'est opaque, donc il y a un besoin de simplifier. Pas dans le même sens que vous, évidemment, mais... L'espace nouveau rêve d'une génération. La partie du bouclier thermique qui était partie au décollage. La France est-elle toujours une terre d'accueil? Pays de réussite, tout le monde, leur chance. Donc comment on fait? Votre solution, comment on fait pour intégrer autant de personnes? Génération terrorisme, comment faire face? L'Europe, pour moi, c'est une fin de soirée. Pour en parler, nous avons invité Ce que j'appelle l'incubateur carcéral. Les lanceurs, les fusées, ça représente à peu près 15 000 emplois. Mais absolument tout le monde et tous ceux qui critiquent les mandats dans le temps m'ont dit « Mais Dany, tu ne peux pas nous abandonner maintenant comme ça ». La personne m'intéresse, la façon dont elle s'inscrit dans son contexte. D'abord, de quoi on parle? Molenbeek, c'est une des 19 communes de Bruxelles-Capitale. Je demande à être évalué sur ce seul engagement, sur cette seule vérité, sur cette seule promesse. François Hollande. François Hollande qui a prononcé cette phrase. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Génération d'idées, votre nouveau rendez-vous mensuel sur Public Sénat qui va donner la parole, une fois n'est pas coutume, aux jeunes sur les grands débats du XXIe siècle. Et le premier d'entre eux est au cœur de l'actualité. La France est-elle toujours une terre d'accueil? La question, évidemment, est posée avec l'afflux massif de migrants en Europe. Pour en parler, nous avons invité Françoise Sivignon, bonjour. Bonjour. La présidente de Médecins du Monde. Alors nous avons nos trois premières personnalités sur ce plateau. Mathias Léridon, bonjour. Bonjour. Hilder. Et à vos côtés, on va faire la présentation rapide. Azita Maria Cherib, je commence par vous. Vous êtes une citoyenne allemande. Vous êtes âgée, j'ai le droit de dire votre âge, Oui. de 25 ans, avec une origine iranienne, vous y tenez. Et vous êtes étudiante, allez-y, vous avez fait un master de droit de l'homme et humanitaire. Vous y êtes d'ailleurs à Sciences Po. Oui, exactement. Et vous avez une expérience de terrain. Oui. Vous comme êtes je aussi... suis... Oui. Oui, comme je suis aussi iranienne, j'ai fait mes études à Téhéran pendant 1 an. Donc j'ai aussi vu le camp de réfugiés en Iran. En Iran, ce sont surtout les Afghans qui sont échappés de leur pays. Après, j'ai vécu à Istanbul pour faire mes études là-bas. Et à Istanbul, on a vu le flux migratoire des Syriens surtout. Voilà, et vous servez d'interprète également exactement. pour des En ce opérations moment, de terrain. je travaille pour un des Länder, Baden-Württemberg. J'ai fait des traductions surtout pour les Afghans. On y reviendra. Et vous, Massoud, alors vous êtes réfugié afghan en France depuis 10 juillet 2010. 2010, donc depuis bientôt 6 ans. Exactement. Vous avez fui les talibans, vous êtes âgé de 28 ans, vous êtes encore... Actuellement, j'ai 28 ans. Et vous travaillez dans la grande distribution à Paris. Oui. Donc vous avez, vous, de votre point de vue, réussi votre intégration. Oui, il suffit de donner des moyens. C'est un pays de réussite. Tout le monde, leur chance. Il n'y a jamais eu autant de migrants en France, en Europe, depuis 60 ans, c'est ça? Oui, même dans le monde, François Sivignon, il y a un organisme international, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui depuis des dizaines d'années comptabilise les réfugiés dans le monde. En 2005, il y avait près de 20 millions de réfugiés dans le monde. 10 ans plus tard, en 2015, on en est à 53 millions. Clairement, en fait, cette montée en puissance des conflits et des phénomènes migratoires qui ne sont pas près de cesser. On parle de migration un peu circulaire, il y a beaucoup de migration sud-sud et il y a d'autres migrations plus au nord. Ça a absolument changé nos modes opératoires et notre réponse. Et je dirais surtout notre coordination tout le long des parcours migratoires avec des ONG locales, mais aussi les bénéficiaires et les usagers de nos programmes. On travaille vraiment en collaboration avec toutes ces personnes pour donner une réponse la plus cohérente et la plus adéquate possible. Oui, Azita, vous, de votre expérience de terrain, quand vous accompagnez parfois des migrants, vous sentez cette diversité, cette pression aussi sur le terrain? Exactement, exactement. Moi, j'ai traduit aussi pour les Afghans qui ont justement besoin de ce soutien psychologique, donc pour les psychothérapies. Et je crois que surtout dans les médias, on oublie souvent que derrière ce flux migratoire, il y a des personnes. Il y a des vraies personnes. Et nous, en Allemagne, on envisage 1 million de personnes
Et c'est des personnes, c'est pas qu'un chiffre. Vous êtes parti d'Afghanistan Oui. et vous avez suivi le Pakistan, Iran, l'Iran. Turquie, Oui. Grec et jusqu'en France. À Soit quel- par À quel moment est-ce que vous êtes pris en main? Est-ce qu'on vous vient en aide? Et à quel moment vous avez senti que ça allait un petit peu mieux quand même? dès que j'ai commencé d'avoir espoir, quand je suis arrivé en Italie. Et je Où voudrais ça? aussi... Quel endroit? Jusqu'à Rome, parce Ouais. que j'ai acheté 2 billets pour venir à Paris. Les policiers italiens ont pris mes billets, ont déchiré, et on ne m'a pas donné la chance de venir directement à Paris. Finalement, 3e fois, j'ai tenté ma chance pour aller à Marseille. Oui, François Je Sivignon. voudrais vous poser une question. Combien de temps a duré votre trajet, en fait? Et puis la deuxième question, comment avez-vous été informé de vos droits, somme toute, quand vous êtes arrivé sur le territoire français? En tant qu'un Afghan, on ne savait pas qu'on a... On a beaucoup de droits en France. Et surtout, nous étions 3 frères. Et ça nous a pris plus que 4 mois. Il faut juste regarder dans le 18e arrondissement, on avait les exemples à La Chapelle. Il y avait des centaines et tonnes de réfugiés là-bas. Après, c'était à la mairie du 18e arrondissement. Donc, on les voit aussi à Paris. Mathias Guéridon, il y a peut-être aussi un phénomène de crise qui... Il y a fait une crise. Moi, je voudrais juste Oui. vous poser une question, François Signon, ce que dit Massoud. C'est vrai que quand on est sur le terrain, pour parler vraiment franchement, les Français sont plutôt généreux et c'est le discours politique qui est en arrière? Ou est-ce que les Français sont à l'identique du discours politique? Je pense que les Français sont plutôt généreux. Et ce qui doit changer quand même, c'est l'image qu'on donne des personnes qui migrent. Parce que la France devrait encore montrer qu'ils sont accueillis. Il y a le droit de l'homme qui fonctionne bien. Ils sont plus forts contre les terroristes. Ça ne les empêche pas d'accueillir, d'avancer, de rester sur la même ligne. Oui, Mathias J'aimerais bien Guéridon. ajouter Oui, une chose. C'est que moi, j'ai l'impression que l'État français cherche un peu des excuses pour ne pas accueillir les réfugiés. Ça veut dire le taux de chômage entre les jeunes qui est haut. On ne peut pas comparer la situation économique allemande avec la situation en France. Mais deuxièmement, il faut insister qu'il y a un droit international et on parle d'une déclaration de l'homme, déclaration universelle, pas une déclaration française. Voilà, merci à vous trois, Mathias Guéridon, Azita Maria Cherib, très engagés. Et à vous, merci Massoud Affoul pour votre témoignage. Vous êtes un exemple d'intégration particulièrement réussi. Voilà, c'est magique, de nouveaux visages sur le plateau de Génération d'idées. Bonjour Laurent Bigorgne. Bonjour. De l'Institut Montaigne. J'espère que vous êtes au point avec toutes vos données précises. Vous me surprenez à chaque On fois. va essayer. Alors, à vos côtés, Malvina Amoun. Bonjour, bienvenue. Je vous présente, vous êtes membre des Jeunes Européens. C'est une association qui œuvre en faveur de la construction d'une Europe fédérale, c'est ça? Vous êtes Oui. très européiste, grosso modo, Voilà. fédérale et démocratique, précise. Alors vous avez 26 ans, C'est ça. vous sortez des études, vous êtes diplômé. Voilà, j'ai été diplômée au mois de décembre de Sciences Po Strasbourg. donc, D'accord, Sciences Po Strasbourg, très bien. Vous êtes versé sur les études européennes, internationales. tout à fait. Vous rêvez quoi? De Quai d'Orsay? Entre autres, ou de la je- fonction publique européenne, pourquoi pas? On lance un appel au passage, profitons-en. Et vous militez pour l'ouverture, c'est ce que vous m'avez expliqué avant de commencer cette émission, pour la préparer, de centres d'accueil de l'Union, c'est ça? C'est ça. Nous, en réalité, on est une association très ouverte sur l'Europe. On a pas mal de sections un peu partout en Europe et on est totalement pour l'espace Schengen parce que la libre circulation est un principe fondamental pour nous. Et alors, ça ne veut pas dire que, justement, on est pour l'espace Schengen tel qu'il est aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est un espace Schengen qui soit réellement régulé par l'Union européenne et pas ce qui existe aujourd'hui. À vos côtés aussi également Maxime Duvauchel, bienvenue. Bonjour. 20 ans, c'est ça? 20 ans. Vous êtes le petit jeune de l'émission. C'est ça. C'est très courageux de venir, merci à vous. Vous êtes en première année de droit à Assas, à Paris. Troisième année de droit, pardonnez-moi. Je vous ai rajeuni encore plus que prévu. Vous êtes président également de la Cocarde. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, la Cocarde étudiante, c'est un mouvement étudiant relativement jeune que j'ai créé avec des amis. Tout simplement parce que nous voulions que la voix souverainiste et gaulliste soit portée au sein de l'université.
Et donc aujourd'hui, on est un syndicat qui est national. Donc c'est un syndicat étudiant. Syndicat étudiant ou mouvement étudiant, peu importe. Mais on est présent dans 23 universités en France. Et donc là, on se présente aux élections universitaires qui arrivent au mois de mars. Et l'obédience, allez, on fait un petit peu de politique rapidement, ça va des Républicains jusqu'au Front National. Hein. Alors, on a que des gens qui viennent des Républicains, de Debout la France, mais également du Front National. Mais bon, ce qu'il faut dire, c'est que la majorité de nos adhérents ne sont pas encartés en réalité. Vous êtes l'inverse de Malvina, vous êtes l'anti-Schengen. Hein. Je suis On va dire les choses Schengen, clairement. Oui, je suis opposé à Schengen, tout à fait. On est face à une vague, une crise migratoire qui est la première grande crise du XXIe siècle. Ceux qui ont eu à vivre dans les années 80-90 la guerre en Yougoslavie, dans les Balkans, savent que déjà à l'époque, notamment vers l'Allemagne, il y avait eu un certain nombre de migrations. Les plus vieux d'entre nous se rappelleront qu'en 62, la France elle-même a connu une vague migratoire après les accords d'Évian, avec au total 1 million de Français, mais aussi pas seulement des pieds noirs, des harkis, revenus sur le sol national. Il a bien fallu s'organiser. Un certain nombre de grands ensembles sur le territoire français sont nés de cette époque. On a beaucoup parlé du logement tout à l'heure. Et on sait que quand on se projette, c'est un peu refusé la projection. Vous nous avez toujours dit qu'il faut être dans l'ici et maintenant et dans l'urgence. Mais quand on se projette, que ce soit la Commission européenne ou Frontex, on nous dit qu'au fond, cette crise qui s'est ouverte en Syrie, en Irak, pourrait déboucher jusqu'à 3 millions de migrants arrivant en Europe. Alors, probablement par rapport aux échéances de 2017, il est encore temps, je dirais, d'avoir de la pédagogie sur les personnes que l'on voit arriver, qui sont pour la plupart des nationalités qu'on connaît somme toute assez peu sur le territoire français, bien que somme toute assez peu s'installent et souhaitent s'installer sur le territoire français. Donc il y a toute une pédagogie qui doit s'appuyer sur... Elle est faite ou pas en ce moment? Elle n'est pas faite. Le gouvernement l'a fait, elle n'est pas faite en ce moment. On reste, encore une fois, des événements crispants, violents, et pas une image qui pourrait se transformer en qu'est-ce qu'un apport social, culturel, économique de personnes qui migrent. Est-ce que c'est le rôle des ONG de faire de la pédagogie? C'est le rôle des ONG de faire de la pédagogie. Nous, on a des délégations régionales et on passe énormément de temps à leur dire, écoutez, vous allez sur le terrain, vous êtes dans des centres de soins, mais vous allez au plus près de la population. Et là, on est en train de faire aussi ce travail pédagogique. Sur la pédagogie, j'aimerais entendre Maxime Duvauchel. Moi, j'ai une question très simple à vous poser. Vous parlez de pédagogie, justement. Mais aujourd'hui, en France, on a 3,9 millions de mal logés. On a 800 000 personnes sans domicile. On a 100 000 personnes qui dorment dans la rue ou dans des caves. Comment on fait pour expliquer aux Français qu'on doit débloquer de l'argent d'abord pour les migrants, et alors qu'on ne règle pas forcément les situations intérieures avant? Sur les demandeurs d'asile, il y a seulement 1% des déboutés du droit d'asile, donc qui ne sont pas dans des situations précaires, qui ne sont pas en difficulté, qui ne craignent pas pour leur vie dans leur pays d'accueil. Il y a seulement 1%, c'est un rapport de la Cour des comptes de 2015, qui font l'objet d'un éloignement effectif du territoire. Comment on fait? Moi, je ne suis pas en charge de reconduire à la frontière les déboutés du droit d'asile. Je veux dire, s'ils trouvent accueil sur le territoire français et qu'ils réessayent au bout d'un moment de leur demande, qu'ils réitèrent leur demande d'asile, pourquoi pas? Juste avant de vous donner la parole, Malvina, comment est-ce que vous réagissez aux réflexions de Maxime? Moi, j'ai envie de dire à Maxime que la France, comme n'importe quel État européen, a signé les accords de Genève qui doivent... à travers les accords de Genève, ils doivent porter assistance aux réfugiés. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent accueillir tout le monde. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'on demande. Mais il faut étudier la demande. Ce sont des êtres humains et donc ils ont envie de s'intégrer dans ce tissu économique en particulier. Ça, c'est sûr que il faut qu'ils puissent répondre aux besoins de leur famille. Et donc, Maxime, vous découvrez ces chiffres, ces données, cette analyse économique? Pour moi, ça me gêne parce que ce sont des abstractions numériques. On raisonne comme le capital. Et moi, Comme quoi, pardon? Comme le capital, tout simplement. C'est comme disait Marx, c'est que l'immigration est l'arme de réserve du capital. On est assez loin de Marx. Non, mais je sais... monétaire international, bien sûr, oui, je sais. marxiste. Je ne suis pas marxiste, mais pourtant, je trouve que cette citation est très vraie. C'est-à-dire que moi, ce dont j'ai peur, c'est que ces gens-là, ces migrants, soient exploités. C'est-à-dire qu'ils soient exploités par les grandes entreprises à des salaires plus bas que les populations locales où ils se trouvent, tout simplement, et que ce soit justement une exploitation quelque part de la misère. Il y a des salaires minimums en France, et d'ailleurs on vient d'en introduire un en Allemagne. Quand ils n'ont pas nationalité française, comment ils font aussi? Il y a des salaires minimums. Vous parlez des grandes entreprises, mais que ce soit les petites ou les moyennes, il y a un prix du travail en deçà duquel on ne peut pas descendre. Le problème aujourd'hui, c'est que l'essentiel des pays européens réagit différemment.
Donc, et de manière désorganisée. Allez, C'est bien. merci à tous les trois, Laurent Bigorgne, Malvina Hamoun et Maxime Duvauchel. Bonjour, les jeunes peuvent-ils débloquer la France? Génération d'idées pose la question sur Public Sénat, alors que le pays, confronté à la mobilisation contre la loi El Khomri, connaît des freins sans précédent avec un chômage de masse, des réformes qui semblent toujours plus difficiles à imposer, quelles que soient les majorités au pouvoir. Les jeunes qui manifestent dans la rue contre la réforme du Code du travail sont-ils une génération sacrifiée? Alors, pour en débattre, notre invité, Daniel Cohn-Bendit, bienvenue. Mathias Léridon de Tilder, bienvenue. On vous retrouve, notre expert de la première partie. Et à vos côtés, nos deux jeunes premières intervenantes. Kelly Betech, bonjour. Vous avez, 20 ans, hein, vous êtes toute jeune. Et vous êtes, alors vous m'aidez, hein, en première année De médecine. Allez-y, exprimez-vous. Et vous êtes engagé depuis 2 ans au Front National. Oui, depuis 3 ans. Depuis 3 ans, oui, le temps tourne, de la jeunesse. Pourquoi le FNJ? Pourquoi ce choix? Parce que déjà, je pense que l'engagement politique est indispensable aujourd'hui dans la mesure où les décisions politiques influent directement sur notre vie au quotidien. Pourquoi le Front National? Parce que je suis attachée à mon pays et parce que je suis attachée aux valeurs républicaines et démocratiques. Je trouve qu'actuellement, la France en souffre, en manque terriblement. Et aussi, je pense que, comme beaucoup de jeunes, j'en ai marre d'être spectatrice de mon destin, j'ai envie de le prendre en main. Et je pense que le Front National est la meilleure issue pour cela. À votre tour, Élise Van Belleden, bienvenue. Vous avez, 29 ans. Vous êtes avocate, hein, vous êtes déjà active et membre d'Anticorps, association connue, mais je vous invite à nous expliquer de quoi il s'agit, de nous rappeler de ce qu'est Anticorps. Oui, bien sûr. Alors, Anticorps, c'est une association qui a été créée en 2002, suite aux élections 2002 qui ont vu passer le Front National, justement. Ah, vous êtes l'antithèse de Kelly, hein, donc... Au deuxième tour. C'est ça. Pas passé. Oui. Heureusement. Oui, bien sûr. Heureusement. Excusez-moi. Et donc, l'idée une, d'Anticorps, c'est quoi? C'est de créer du lien, c'est ça, avec les citoyens? L'idée d'Anticorps, c'est de réhabiliter la politique, de recréer un lien de confiance avec les citoyens, de faire un plaidoyer pour la démocratie participative. On fait énormément de choses, en fait. On fait de la formation pour les élus, on dialogue avec les élus, on leur propose des chartes pour qu'ils s'engagent. Et Anticorps aussi partie civile dans des grosses affaires, hein, régulièrement. Oui, absolument. Là, on a les sondages de l'Élysée, les dépenses de com de Matignon. On a eu énormément d'autres affaires, dont l'affaire la plus connue qui a vu M. Chirac Bon, il y a du boulot. condamné. Bon. Il y a beaucoup de boulot, c'est très intéressant. Je me suis replongé, non pas en mai 68, mais en 1971. 3 ans plus tard. Daniel Cohn-Bendit, il y avait Michel Crozier, le sociologue, qui avait sorti un essai qui s'appelait « La société bloquée ». Alors c'est très intéressant parce qu'en reparcourant cet ouvrage, il dit à un moment donné, quand on affronte les problèmes de demain avec les solutions d'hier, on récolte les drames. Je crois que la France est un pays qui se surestime. La France est un pays qui croit souvent avoir toutes les solutions. Les différentes forces politiques de ce pays et la France est un pays où les forces politiques en France sont dans un pays qui ont du mal à affronter la réalité. Est-ce que Kelly pense que la France se surestime aujourd'hui? Ça vous interpelle, ça, non? Oui, bien sûr. Non, je ne pense pas que la France se surestime, puisqu'elle a légué la plupart de ses pouvoirs. Non, ne me dites pas Bruxelles. Bah, si. Ça commence. C'est parti. Je suis désolée, mais si. Les pouvoirs actuellement sont à Bruxelles. C'est la Commission européenne qui décide, à part peut-être sur le plan sociétal, comme les questions du mariage pour tous. En quoi la France a encore des décisions? On le voit bien avec la loi El Khomri, d'ailleurs. Mathias Léridon, problème d'ascenseur social également en France, peut-être? Oui, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la position finalement de ce blocage de la France par rapport aux jeunes. On a aujourd'hui la perception, un peu en France, que l'ascenseur social est lui aussi bloqué. C'est-à-dire que là où on pouvait réussir il y a 30 ans, 40 ans, à travers le système scolaire, le système éducatif, aujourd'hui tout ça est un peu bloqué. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes qui ont un diplôme de plus de 5 ans, un bac plus 5,
il y a 65% des jeunes, un sondage qui est sorti il y a quelques semaines, qui envisagent de partir à l'étranger. Ah mais moi je suis allée étudier en Italie, donc si vous voulez pour les, pour les questions de politique qu'on a là, c'était un vrai drame. D'ailleurs c'est la L'Italie base, de Silvio Berlusconi. Oui absolument, Ouais. l'époque c'était Berlusconi en tout cas au début. Moi c'est là qu'est née moi, mon indignation pour la manière dont on gouverne les sociétés aujourd'hui. Donc quand je suis rentrée en France, j'ai dit Mais bon, pourquoi être il faut que parti? je C'est m'engage. ça la question. Pourquoi être parti de France? Pourquoi avez-vous voulu faire autre chose ailleurs? Est-ce que vous vous êtes sauvé de la France? C'est la question, Mathias Léridon. Non, non, je me suis pas du tout sauvée. J'avais envie de voir ailleurs, mais c'était de la curiosité, un esprit de comparaison, disons. Merci à vous trois. Merci Mathias Léridon, Elise Van Beleden et Kili Betesh. Merci. Je vais commencer par vous, William Martinet. Bonjour. Bonjour. 27 ans, le grand public vous connaît. Vous étiez en pointe. Vous êtes en pointe sur les manifestations étudiantes. Vous êtes patron de l'UNEF, le syndicat. Vous êtes quoi? Vous êtes un militant? Vous êtes un étudiant? Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, vous? Vous êtes un futur politique? Non, là, je me sens surtout étudiant, jeune, étudiant qui, pendant ses études, réfléchit à son insertion professionnelle. En tout cas, vous êtes très engagé, très militant sur le terrain. À vos côtés, également Laurent Bigorgne. Laurent Alias, bienvenue. Vous êtes jeune entrepreneur. Enfin, vous avez 30 ans. Ça y est, vous avez atteint quasiment la date limite de fraîcheur. De péremption. De péremption. Mais vous êtes toujours jeune, je vous rassure. Vous êtes plutôt, dans votre esprit, un entrepreneur. C'est ça, vous avez cofondé une agence de pub. Vous n'aimez pas qu'on dise ça, je crois, qui s'appelle Josiane. Allez-y, racontez un peu ce que vous faites. En fait... Et votre état d'esprit également. Ouais, l'état d'esprit, c'est une forme d'optimisme, quand même, mais réaliste. Parce que ouais, c'est compliqué, c'est dur. C'est dur pour les jeunes. C'est dur pour tout le monde, pas que pour les jeunes. Les entrepreneurs également, qui sont jeunes ou moins jeunes. J'ai ma société qui s'appelle Josiane, qui est une agence, je préfère le mot idée que publicité. Et c'est cette forme d'optimisme qui est en moi, qui se ressent dans ce que j'ai créé. Alors Laurent Bigorgne, cette France, elle se surestime? Regardons un peu le chômage en France, qui à 80% est un chômage qui touche des non qualifiés. Donc là, on essaye de prendre un certain nombre de mesures pour débrider l'emploi. Finalement, la pire chose qu'on peut faire en période de crise économique, c'est sacrifier les jeunes et en faire la variable d'ajustement. Et depuis 10 ans, les inégalités qui se sont le plus creusées dans nos sociétés, et y compris en France, ce sont les inégalités générationnelles. Et c'est le cas sur tous les sujets. C'est le cas sur l'emploi, c'est le cas sur le logement, c'est le cas sur la précarité ou la grande pauvreté. Et donc moi, ce que j'ai compris derrière l'engagement de François Hollande au moment de la campagne présidentielle, c'est pas tant qu'il allait pouvoir nous sortir un thermomètre et un chiffre à la fin de 2017 qui montre à quel point la situation des jeunes s'est améliorée ou pas. Mais en tout cas, ce qu'on attendait, c'était qu'il inverse cette logique-là, qu'on se dise que... Une sorte de dynamique, c'est ça? Oui, dans un temps difficile, dans une période de crise, plutôt que de sacrifier les jeunes, on va considérer au contraire que c'est sur eux qu'il faut investir, c'est eux l'avenir de la société. Et malheureusement, dans ce projet de loi travail, dans ce projet de loi El Khomri, on ne voit pas l'ombre de tout ça. À partir du moment où le projet de loi n'est pas compris, c'est qu'il est mal expliqué ou c'est que les personnes qui nous racontent l'histoire... Est-ce qu'on peut nous dire ce qu'on a mal compris dans le projet de loi? Moi, je veux bien partir du principe que j'ai pas bien compris. J'ai l'impression qu'on fait l'amalgame et qu'on fait des liens directs entre flexibilité et précarité. Moi, je suis chef d'entreprise. Le code du travail, c'est un truc comme ça. Vous avez combien de salariés chez vous? Combien de salariés? J'ai 10 salariés. J'ai un expert comptable qui me dit tous les 3 jours qu'il y a ça qui change. J'ai encore reçu un courrier il y a 2 jours qui dit qu'il y a ça, il y a des nouvelles trucs qui arrivent. On n'y comprend rien. C'est opaque. Donc il y a un besoin de simplifier au-delà de flexibiliser. Et donc, le lien entre simplifier et précarité, il n'est pas là. Il y a un moment, il faut regarder dehors. Les carnets de commandes, ils sont vides. L'économie va mal. Donc, il n'y a pas de taf, il n'y a pas de boulot. Donc, s'il n'y a pas de boulot, essayons de simplifier, essayons de favoriser. Le seul endroit, si on prend une réaction chimique, on parlait de science tout à l'heure, quand il y a une réaction chimique et qu'on veut l'accélérer, le seul endroit où on va l'accélérer, c'est en travaillant sur le facteur limitant. Le facteur limitant,
c'est la peur des chefs d'entreprise à embaucher. On peut discuter de questions de recrutement chez les employeurs. Avoir la réflexion sur qu'est-ce qui permet de rassurer un employeur et de faire qu'il emploie, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que le contenu de ce projet de loi, c'est pas ça. Le contenu de ce projet de loi, c'est les licenciements abusifs et leur plafonnement aux indemnités prud'homales. Si, ce projet de loi parle de licenciements abusifs et de prud'hommes. Il vise à sécuriser, notamment dans les PME, ceux qui d'abord ont... Pour licencier, il faut avoir employé. Oui. D'accord ? Il vise à sécuriser le geste qui consiste à faire une embauche parce qu'on donne de la visibilité sur ce qui se passera si économiquement les choses vont mal. Je donne un exemple. Un chef d'entreprise, il se lève le matin pour embaucher, pour créer de la valeur. Le licenciement abusif, c'est une réalité. Je vais donner un exemple pour sortir. Un artisan, il a un carnet de commandes. Il a, je vais faire 10 toits. Il peut embaucher. Mais si le 11e toit, le 12e ne vient pas, s'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui en France? Parce que c'est une autre réalité, il faut le dire. Mais si, au noir. William Martinet, une poignée de secondes, parce que c'est quasiment fini. Là, vous avez envie, vous, d'être patron un jour et d'embaucher? Oui, moi je veux travailler dans l'économie sociale et solidaire. Et donc je ne sais pas ce que l'avenir me réservera, mais peut-être que je serai à la direction d'une coopérative un jour. Donc c'est pour ça que j'ai aucun problème avec ces questions économiques. Le marché du travail est complexe, qu'il y a des salariés et des employeurs, j'ai aucun souci avec ça. Mais par contre, au-delà des grands discours théoriques sur la flexibilité, etc., moi j'aime bien parler des choses concrètes. Et par exemple, ce projet de loi, quel va être son impact sur le marché du travail? Et je pense que c'est ça qui est important. 10% de chômage en France, ce n'est pas théorique. Tout à fait, tout à fait. Et 25% chez les jeunes. Ce sera le mot de la fin. C'est la moitié en Allemagne. Mais c'est précaire. Merci à tous les trois, notre expert, Laurent Bigorgne, William Martinet et Laurent Alias. L'Europe vit sous la menace directe d'une nébuleuse djihadiste. Quels sont les moyens de sortir de ce que certains désignent désormais comme une nouvelle guerre? Génération d'idées ouvre le débat sur Public Sénat avec vous, Gilles Kepel. Bonjour. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes professeur à Sciences Po et à l'École normale supérieure, spécialiste de l'islam et du monde arabe. Nous ouvrons la première partie de ce Génération d'idées avec vous, Mathias Léridon, bienvenue, sur la réponse aux défis du djihad français, sur les questions essentiellement de sécurité, mais pas que. Et avec nos deux jeunes intervenants, bonjour Saron Buikana, vous avez 26 ans, bonjour, bienvenue, vous vivez à Cergy. Et vous êtes ambassadrice, alors vous portez les couleurs de votre association, c'est assez remarquable, d'Unicité, une association que je vais vous laisser décrire en quelques mots, c'est peut-être plus simple avec vous. Unicité, c'est l'association pionnière du service civique en France. Et ça a été une association qui a été créée par 3 jeunes étudiantes à la base. Il y a une vingtaine d'années déjà. Il y a une vingtaine d'années. Pas tout neuf. Elle sortait de l'ESSEC, justement. Donc Marie Tréducane, qui est la coprésidente justement d'Unicité. C'est comme une sorte de service militaire, mais utile, quoi. C'est pas vraiment un service militaire, parce que là, du coup, on ne prend pas les armes. Mais justement, on fait des missions de solidarité. C'est pour les jeunes de 16 à 25 ans. Et le critère, justement, pour faire un service civique, c'est plutôt la motivation, quoi. Je précise, Saron, que vous avez grandi au Tarteret. Vous avez été confronté à la réalité d'un quartier dit difficile, avec une certaine expérience, un certain regard. Oui. Vous nous en ferez part tout au long de l'émission. Vous, Emmanuel Kusavski, alors vous avez 32 ans, bonjour. Vous êtes encore jeune, je vous rassure. Merci. Et vous avez grandi à Sevran. Vous êtes aujourd'hui assistant du groupe écologiste au Parlement européen. Donc vous avez quelque part un pied à Sevran et un pied à Bruxelles. Voilà. Et vous étiez même présent à Bruxelles le jour des attentats, peut-être? Tout à fait. Oui. Tout à fait, hélas. D'abord, Saron, les Tarterets, vous avez vécu, vous avez l'impression d'avoir été dans une sorte de, pardon pour le mot, de pépinière, où il y aurait des connexions entre la délinquance, les armes, le trafic de drogue et le glissement vers le djihad? Moi, j'étais très jeune. Bien sûr. Parce que j'habitais à Corbeil-Essonnes, donc c'est vrai que j'ai bien vu la violence. J'étais au Tarteret. Donc, c'est comme un quartier qui est connu à Corbeil-Essonnes. C'est vrai que sur le coup, moi, il n'y avait pas à cette époque-là, j'entendais pas parler justement de terrorisme. Mais maintenant, avec le recul, c'est vrai que ça peut toucher justement peut-être des jeunes là-bas, de Tarteret, parce que justement, après, je pense qu'il entraîne un peu tout ce qui est justement aller dans un peu l'extrémisme. Et c'est justement le fait qu'ils rencontrent justement du chômage, que les jeunes ne savent pas quoi faire là-bas.
si on ne comprend pas qu'il y a un terreau, c'est-à-dire que le phénomène djihadiste, c'est la pointe d'un iceberg, qui est un iceberg également social et culturel. On aura beau prendre des mesures qui attaquent les effets, il faut comprendre les causes. Ça ne veut pas dire, comme mademoiselle l'a dit très justement, que toute personne qui vit dans une situation difficile est automatiquement programmée pour être un djihadiste. Pas du tout. L'armée étant quand même, l'intervention militaire, une solution quasiment hexagonale, locale. Ce n'est pas Mais une vous réponse savez, européenne. l'armée, elle est partout aujourd'hui. On la voit depuis les attentats, on voit l'armée dans les rues partout. Elle n'est pas très efficace, mais elle est là. Ce qui m'étonne, c'est qu'on pose toujours le débat dans le mauvais sens. À Sevran, la priorité, c'est pas d'avoir des types surarmés partout. Il y en a déjà, mais c'est pas les bons. Le problème à Sevran, c'est la légalisation contrôlée du cannabis. Ça se fait dans la 7e puissance mondiale au Canada. Le type est quand même pas un babacool fumeur de shit, il s'appelle Trudeau. Il est en train de poser le débat et il a des spots publicitaires où il dit pas aux petites dans le métro comme ça tu pourras fumer des joints tranquille à la maison. Il dit c'est pour lutter contre le trafic et notamment le trafic d'armes. Allez, Mathias Léridon, on va conclure cette première partie. On va quand même évoquer le service civique pour lequel Saron est présente ce matin. Alors le service civique, donc c'est l'une des réponses qui a été au créé souci, en 2010 par Martin Hirsch. Unicité a été une des associations qui a inauguré ce service civique. Il est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans qui peuvent s'engager dans 9 domaines différents qui ont été reconnus prioritaires par l'État français, l'éducation, la santé, l'environnement. François Hollande, au moment de son élection en 2012, avait fixé un objectif de 100 000 jeunes qui seraient dans le service civique d'ici la fin de son mandat. Il y en a 85 000 qui sont passés entre 2010 et 2014. En fait, ça, moi, j'ai envie de vous poser une question, c'est est-ce qu'un grand service civique républicain serait quelque part une réponse à ou un combat, participerait au combat contre la radicalisation religieuse, contre éventuellement le terrorisme? C'est clair qu'il faut généraliser le service civique. Parce que aujourd'hui, justement, on sait très bien qu'il y a des jeunes qui sont carrément mal dans leur peau, qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin justement d'être utiles. Et je sais en tout cas que si un jeune se sent utile, il ne va pas avoir cette haine. On entend de plus en plus là, les gens face à tout ça, faire preuve un peu de nostalgie en se disant, au moins quand il y avait le service militaire, ils se rencontraient tous, issus de tous les territoires, de toutes les classes sociales, etc. Et pendant un an et demi, il y avait, ça permettait de construire le devenir français. Aujourd'hui, le service civique, pour moi, c'est la meilleure alternative, mais encore une fois, il ne faut pas le prendre à mauvaise échelle. Un service civique de 6 mois, renouvelable une fois, obligatoire dans un pays d'Europe, ça permettrait d'en finir avec cet Erasmus qui concerne que la crème de la crème, dont j'ai eu le plaisir de faire partie, mais qui ne concerne absolument pas la majorité des Européens. Je précise juste que ça fait 70 ans que ce continent ne se fait pas la guerre, c'est record sur les 2000 dernières années. Ce serait peut-être bien qu'on continue et le service civique, à mon avis, pourrait y contribuer en faisant se rencontrer les jeunes Européens. C'est sur ce souhait que nous nous séparons. Merci à vous, Emmanuel Kujawski. Merci, Saron Buchanan. Merci, Mathias Léridon. Laurent Bigorgne, bonjour. Vous vous êtes installé avec vos 2 jeunes invités que nous allons présenter rapidement et qui pourront dialoguer avec vous, Gilles Kepel. Tout d'abord, Fadil Korim Bocuse, bonjour. Bonjour. Vous êtes très jeune, 23 ans, un tout jeune conseiller municipal de Noisy-le-Sec, c'est en banlieue parisienne, dans le 9-3. Et dans le 93, vos parents sont mauriciens, vous tenez à le préciser, et vous êtes engagé politiquement au sein du MoDem. Je suis le président des Jeunes démocrates du 93. De François Bayrou. Vous êtes étudiant en master de contrôle et gestion et audit à Dauphine. Alors vous étiez au Stade de France le soir des attentats du 13 novembre. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Beaucoup de... Enfin, on ne savait pas en fait ce qui se passait. On entendait des choses, on a eu des appels. J'étais avec d'autres élus de Noisy-le-Sec d'ailleurs. On avait eu des appels, des messages, qu'il y avait des choses qui se passaient dans Paris. On a entendu les bruits derrière nous, mais au fond, on ne savait pas. Les gens autour savaient plus que nous. Et puis, il y a eu beaucoup de peur. Je pense que pour la première fois de ma vie, quand je suis sorti dans les rues, j'ai eu peur des voitures autour de moi, je pense. Vous, Simon Barthélémy, vous avez 24 ans. Vous êtes délégué régional de l'association Génépi Île-de-France. Bienvenue. Association dans laquelle vous effectuez
votre service civique, on y revient, vous êtes étudiant en droit. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit? Génépi, ça concerne les prisons. Hein. Ouais. Oui. Alors, en fait, on dit Génépi de France, mais c'est la délégation régionale du Génépi en France. Le Génépi, c'est une association qui œuvre au décloisonnement des institutions carcérales par la circulation des savoirs entre les personnes enfermées, la société civile et les détenus. Alors, pour plus préciser la chose, on a 3 piliers de notre association. Le premier, c'est l'action en détention. Donc, on a des bénévoles, 1200 bénévoles en France, qui vont toutes les semaines en détention pour faire des choses avec les détenus. On ne dit pas cours parce qu'on n'est pas un substitut de l'éducation nationale, donc on est bien là pour faire des choses en plus. Et à côté de ça, on a tout un pan de l'activité qui est fait formation pour les bénévoles. Avec un regard particulier en ce qui nous concerne et ce qui concerne cette émission sur le regroupement ou pas d'ailleurs de prisonniers touchés par l'islam radical. On y viendra très vite avec vous, Gilles Kepel. Un mot là-dessus peut-être au passage. Oui, parce que c'est une initiative très importante. J'y participe moi-même, non pas à travers le Génépi. Je suis allé plusieurs fois en prison pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et dans le livre, j'accorde beaucoup d'importance à ce que j'appelle l'incubateur carcéral. L'exemple le plus frappant, c'est Jamel Beral, le plus gradé d'Al-Qaïda en France, qui est arrêté, qui est enfermé à Fleury-Mérogis. Et en 2005, il est chez les isolés, au 4e étage, mais au 3e étage, en 2005, on met un certain Chérif Kouachi, qui a été attrapé avant de partir au djihad en Irak, et à côté, un braqueur de Grigny qui s'appelle Ahmedi Koulibaly. Et on parle de 2005, et voilà le groupe qui va faire en 2015 des attentats de janvier. Laurent Bigorgne, les attentats aujourd'hui et le phénomène du djihadisme posent le problème de l'intégration de l'islam de France. Alors pose, je ne sais pas, c'est-à-dire que ceux qui sont les promoteurs de ces attentats ont un objectif qui est clair, qui a été rappelé d'ailleurs, de fractionner, de fracturer plutôt la société française et d'essayer de faire que, au fond, des groupes s'affrontent. Le groupe dominant, le groupe des Français dits de souche, chrétiens ou autres, et puis évidemment le groupe des musulmans, si tant est qu'il soit cohérent de parler de groupe, parce que là on est dans l'idéologie pure. Le 13 novembre, exactement ce que vous avez dit, des gars qui m'ont dit, mais c'est des barjots, il y avait mon frère au stade ce jour-là, il y avait mon cousin. Pourquoi? Et donc on a senti une exaspération contre ces gens qui parlent en leur nom, si vous voulez, que je n'avais jamais senti à ce stade auparavant. Fadil veut intervenir. Hein, oui. Moi, je pense que concernant les jeunes qui s'identifient au djihad et qui vont en Syrie, je pense que ça va au-delà en fait, d'une question d'intégration. Je pense que le problème, c'est surtout au niveau de la jeunesse, en fait. Parce que c'est sûr, oui, il y a des jeunes de banlieue qui vont en Syrie, il y en a quelques-uns, mais le profil n'est pas forcément que de jeunes de banlieue. Oui, il y a beaucoup de jeunes de classe moyenne. Par exemple, il y avait un exemple d'un jeune normand qui s'est converti à l'islam, qui n'a peut-être jamais vu de musulman de sa vie et qui est parti en Syrie. Je pense que le problème, il doit se situer au niveau de la jeunesse et que c'est peut-être que la jeunesse entière est désespérée et ça leur donne envie et qui arrivent à se faire manipuler par des gens malsains et qui eux-mêmes alimentent une religion et la trafiquent et la manipulent. Maintenant, les nouveaux djihadistes passent même plus par la case fondamentaliste, parce qu'ils savent qu'ils vont être détectés de cette façon-là, et du coup, par extension, ils passent direct, ils se font pas pousser la barbe, ils vont pas à la prière avec les autres, et ainsi de suite. Donc encore une fois, moi je pense que c'est les musulmans des prisons et qui constituent une grosse partie de la population pénale qui payent le fruit de ces actions. Quelques secondes, Gilles Kepel, on va s'en sortir. Oui, moi je suis toujours optimiste. Ça fait 35 ans que je suis optimiste, je ne suis pas toujours très écouté, mais je pense que à partir du moment où on analyse ce phénomène sérieusement, on comprend le mode de fonctionnement et on comprend comment le traiter. C'est pourquoi il est important que l'analyse soit exacte, soit scientifique, soit corroborée par les faits, par la connaissance des langues, par le terrain, et ne soit pas basée sur des élucubrations. Merci Gilles Kepel, et j'invite à la lecture de votre ouvrage, qui est assez remarquable, je me permets de vous le dire. Bonjour, l'espace nouveau rêve d'une génération, la conquête spatiale est-elle une nouvelle frontière, source de croissance au service d'une vie meilleure sur Terre, ou bien un vieux rêve de science-fiction, un peu zinzin, un peu fou,
Aussi fou qu'inutile. Thème de ce numéro 4 de Génération d'idées sur Public Sénat, avec un invité qui s'exprime rarement dans les médias et qui a plutôt la tête dans les étoiles, enfin un petit peu loin tout de même, on dira dans la banlieue de la Terre. Bonjour Stéphane Israël. Bonjour. Bonjour, vous êtes le PDG d'Ariane Espace, bienvenue. Lucie Poulet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous également. Vous avez 30 ans, pardon de donner l'âge d'une dame, et vous êtes aspirante spationaute. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est ça. Aspirante spationaute, base, ça veut dire que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être spationaute et que je m'y prépare autant qu'on puisse s'y préparer. Voilà, depuis des années. Maintenant, il n'y a pas eu de recrutement d'astronautes en Europe depuis 2009. Peut-être il y en aura dans les années à venir. Et à ce moment-là, je déposerai ma candidature. À vous, Fatoumata Kébé, bonjour. Bonjour. Même âge, hein, et vous êtes, vous, une future astronome. Alors, non, vous n'aimez pas que je vous dise ça. Docteur en astronomie. Pardon, je Non, pas de rectifie. problème. Et vous êtes spécialisé, c'est assez étonnant, dans les déchets de l'espace. Exactement. Expliquez-nous. Eh bien, il faut savoir que partout où passe l'homme, en général, il pollue derrière lui. Donc l'homme est parti dans l'espace en 1957 en envoyant pour la première fois Sputnik 1. Et actuellement, donc, il y a une pollution qui est constituée de vieux satellites, de morceaux de fusées et d'autres objets plus petits qu'on appelle débris spatiaux. Il y a peu de choses que nous pourrions faire dans une journée s'il n'y avait plus de satellites. Imaginons, on fait une journée sans satellite, on ne pourrait plus regarder la télévision, certaines communications téléphoniques seraient compliquées, la météo, il n'y en aurait pas. Quand vous êtes dans votre voiture, il faudrait redécouvrir les cartes Michelin, ce qui peut avoir du charme, et on pourrait penser à bien d'autres choses. Et puis, du point de vue des applications, les satellites servent aujourd'hui à prévoir et à prévenir les catastrophes naturelles. Les images peuvent nous permettre de mieux intervenir sur les théâtres d'opération. Donc, il n'y a aucun doute sur la valeur ajoutée extraordinaire pour notre vie de tous les jours, ici sur Terre, des satellites. Et le nettoyage de l'espace, c'est de la science-fiction ou Fatou m'adresse Stéphane Israël, c'est de la science-fiction ou pas science-fiction? Déjà, par rapport aux collisions, en 2009, il y a une collision entre un satellite actif américain, Iridium 33, et un satellite russe inactif, Cosmos 2251. Et le problème de cette collision, en fait, c'est que bien qu'Iridium, la compagnie qui gérait le satellite, surveillait son satellite, elle n'avait pas les informations concernant l'évolution du satellite russe. Et en fait, c'est avec une mauvaise communication en fait, que cette collision a pu avoir lieu. Et donc c'est un accident, comme Donc il y en a beaucoup sur Terre. Il nous manque quoi? Une tour de contrôle commune, mondiale, pour régler la circulation des satellites dans l'espace, c'est ça l'idée? Une collaboration internationale, ça c'est sûr, mais surtout qu'on puisse communiquer de bonnes informations pour pouvoir faire en sorte d'éviter ce genre d'événements. Je me tourne vers vous, Lucie Poulet, l'aspirante spationaute. C'est un peu inquiétant tout ça, mine de rien. Vous imaginez partir à bord d'un vol habité, il va falloir sortir de la banlieue de la Terre avec beaucoup de monde sur la route. Vous y pensez? Non. Pas vraiment, mais après, beaucoup de monde sur la route. Quand on voit les cartes de déchets, ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est pas vraiment à l'échelle. Donc oui, il y a beaucoup de déchets. Après, maintenant, il n'y aura pas des déchets tous les 10 cm. D'accord. Et oui, bien sûr, de toute façon, un accident est toujours possible. Discovery, en 2003, c'était une partie du bouclier thermique qui était partie au décollage. Voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Quand on fait un voyage spatial, il y a un risque qu'il faut accepter. Et c'est tout. Et est-ce que vous serez à Baïkonour pour le lancement de Thomas Pesquet, puisqu'il y a un astronaute français qui part le 16 novembre 2016? Malheureusement, je ne pense pas que je pourrais aller à Baïkonour. Ça aurait été avec grand plaisir. Mais je le regarderai, c'est sûr que je le regarderai en direct. Alors ça, c'est dans l'IA sous-jacent. On a évoqué les déchets, bon, ok. Également, peut-être certains mystérieux satellites militaires. Qui fait quoi? Problème de gouvernance. Alors, il y a un problème de gouvernance. Alors, depuis 1957, le premier pas de la Terre dans l'espace, il y a eu une assemblée générale de l'ONU qui a préconisé, décidé l'utilisation pacifique de l'espace et la libre circulation dans l'espace, avec le traité de l'espace en 1967 qui est censé organiser l'espace comme étant un patrimoine commun de l'humanité. Le cadre juridique de l'ONU, c'est en fait le cadre qui donne la responsabilité à l'État de lancement. C'est-à-dire que c'est l'État qui lance quelque chose dans l'espace qui est responsable. Ce qui pose d'ailleurs une première question, c'est qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus des sociétés privées et non pas des États. Au début, c'était des États qui
financées. Aujourd'hui, ce sont des sociétés privées. Il y a évidemment une interdiction de mettre dans l'espace des armes de destruction massive. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a certains pans de l'espace qui ne sont pas gouvernés. Et pour conclure avec vous, Lucie Poulet, c'est la fin de cette première partie. Jadis, l'espace était un enjeu de guerre froide. C'est vers l'Israël, États-Unis contre URSS, les années 50, 60, la conquête spatiale, la domination sur Terre. Aujourd'hui, du point de vue de la future astronaute, c'est une aventure pour vous humaine, collective? C'est une aventure collective, c'est une collaboration internationale. Et d'ailleurs, je préfère parler d'exploration spatiale plutôt que de conquête spatiale. Parce qu'on va aller explorer Mars, on va aller explorer le système solaire. On n'est pas là pour conquérir et dominer les planètes et les mondes qu'on trouvera. Merci à vous, Lucie Poulet, Fatoumata Kébé et Mathias Léridon. Bienvenue à vous, Angèle Malâtre-Lansac. Vous êtes la directrice adjointe de l'Institut Montaigne et vous avez autour de vous un tandem que je qualifierais de quelque peu, allez, gentiment antagoniste, messieurs, si vous en êtes d'accord. Hein. Oui, je commencerai par vous, Guillaume Crimp. Vous avez 22 ans, vous êtes étudiant au sein d'un master en politique environnementale. Alors vous êtes passé par Sciences Po. Expliquez-nous ça, vous le ferez mieux que moi d'ailleurs. Donc je suis actuellement en master en politique environnementale, en train de rédiger un mémoire sur un philosophe allemand qui s'appelle Günther Anders, qui était critique de la technique et je m'intéresse beaucoup à toutes les idées de la décroissance que j'ai pu étudier notamment à Sciences Po. Du coup. Alors vous êtes un peu l'animal, un peu opposé au progrès, à la croissance Non. Opposé à la conception classique du progrès, il me semble qu'on associe, je pense de façon assez dogmatique, souvent à la croissance économique, à l'amélioration technologique. Et il me semble qu'il y a beaucoup de réflexions à avoir sur ce qui est dogmatique ou ce qui s'impose comme une vérité absolue aujourd'hui. Maxime Puteaux, vous avez 26 ans et vous êtes consultant chez Euroconsult. Qu'est-ce que Euroconsult? C'est un cabinet de conseil spécialisé dans les questions économiques liées aux activités spatiales et à ce titre, nous conseillons tous les acteurs de l'industrie. Et mon domaine de spécialité est les petits lanceurs et les satellites. Ah, c'est très précis. Vous êtes, vous, un pro-espace, grosso modo? Oui, je peux me Vous avez été choisi pour ça, hein, donc je vous rassure. Je rentre dans le costume, oui. Moi, j'aimerais demander, est-ce que c'est vraiment prioritaire d'investir du budget dans la politique spatiale et pourquoi? L'espace utile, c'est vraiment l'espace de tous les jours. Vous disiez que l'espace était réservé à une minorité. Allumer une télévision, se déplacer en voiture, bénéficier de prévisions météo, si c'est l'apanage de quelques happy few, on ne doit pas vivre tout à fait sur la même planète. L'espace, tous les jours, sert à des millions, et je dirais même à des milliards terriens. Et demain, il faudra que ce soit encore davantage. Et la grande conquête de l'espace, ça sera quand les satellites permettront à tout le continent africain, à tout le continent indien, d'être connectés. Et là, vous verrez à quel point l'espace est un facteur de progrès pour l'humanité. Répondez, Guillaume Crimp. Vous avez un téléviseur, un téléphone portable? Bien, je dispose d'un téléphone portable, bien comme beaucoup de personnes actuellement. Et quand je parlais d'une minorité concernée par ces projets-là, je ne voulais pas dire une minorité qui peut profiter des avancées qui ont pu être mises en place grâce à des projets spatiaux. Je voulais plutôt dire dans le sens de est-ce que des projets spatiaux peuvent fédérer une jeunesse, par exemple. Et bien que ces projets-là aient une influence au quotidien, il me semble qu'il y a quand même une inconscience collective de cette présence de l'espace dans le quotidien, qui est, comme vous l'avez dit, très présente finalement. Et moi, ce qui me gêne par rapport à cet état de fait, c'est finalement que quelque chose s'est imposé dans notre rythme de vie, dans notre quotidien, c'est-à-dire l'utilisation du téléphone portable, du GPS, la télévision, sans qu'on ait été au préalable averti de l'infrastructure gigantesque que ça allait générer. Et aujourd'hui, qu'on en soit dans une situation où il va falloir envoyer des projets, des satellites pour nettoyer l'espace. On ne dépense pas beaucoup dans l'espace et l'espace a généralement énormément de retombées pour l'économie. On estime qu'1 euro investi dans les activités spatiales génère un effet de levier de 20 euros en aval. Et par habitant, l'espace ne coûte pas bien cher. Aujourd'hui, le budget du CNES par habitant est d'à peu près 30 euros. Si vous prenez la mission scientifique emblématique Rosetta, où l'Europe s'est posée sur un astéroïde,
à l'autre bout du système solaire. Le coût par Européen était de à peu près 3,50 € quand un ticket de cinéma nous pour avons Interstellar. contribué à 3,50 € pour... Par Européen, à côté d'un ticket de cinéma pour aller voir Interstellar ou Seul sur Mars, qui doit être à peu près de 8 ou 10 €. Donc l'espace ne coûte pas beaucoup, et génère des emplois, comme M. Israël le disait, mais aussi génère énormément de services. En 2014, nous estimons que l'économie spatiale mondiale, commerciale, a généré 230 milliards de dollars. Et ces euros ne sont pas dépensés dans l'espace, mais ils bénéficient, il y a des retombées sur Terre, ils bénéficient à l'économie et ils génèrent des emplois, créent de la croissance. Et l'espace, c'est vraiment à travers des missions publiques, comme la mission Copernicus, qui est financée par la Commission européenne, au service de l'environnement, du développement durable. Juste rajouter encore par rapport à cet intérêt de la population pour ce sujet-là, d'après un eurobaromètre de 2011, il me semble, le changement climatique était la deuxième préoccupation des Européens après la faim, la soif et la faim, la soif et la pauvreté. La pauvreté, le manque d'eau potable dans le monde. On se plaint d'un budget qui ne serait que de 2,1 milliards d'euros, il me semble, en France pour l'investissement dans la recherche spatiale. Juste pour contraster avec cet eurobaromètre, on est à moins d'1 milliard d'investissement pour soutenir les réfugiés. Et moi, je pense que dans une société où on privilégie la croissance d'une recherche spatiale 2 fois plus que l'aide internationale, alors même que la population s'exprime dans les sondages comme plus préoccupée par ces problèmes-là, c'est quelque chose qui me semble à débattre. Je pense qu'il faut bien comprendre. Maxime Puteaux c'est que répondra à la question sur l'investissement spatial bénéficie à de nombreux terriens. L'imagerie radar, vous pouvez surveiller les dégazages sauvages en haute mer et venir cueillir les pollueurs-payeurs dès leur arrivée au port. Vous pouvez faire de l'agriculture de précision, c'est-à-dire réduire les pesticides et augmenter les arrosages là où c'est nécessaire. Vous pouvez surveiller les feux. Je pense qu'en Alberta, au Canada, ils sont bien contents de pouvoir avoir une vue globale. Avec l'espace, vous ouvrez votre horizon. La prochaine marche, en quelques secondes, pour Ariane Espace. La prochaine marche pour Ariane Espace, c'est le 24 mai, le lancement Galileo pour l'Union européenne en coopération avec les Russes, avec Soyouz. Et en 2020, premier lancement d'Ariane 6. Retrouvons-nous à ce moment-là. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Angèle, d'avoir été avec nous sur ce plateau, avec à vos côtés Guillaume Krempe, qui j'espère aura été convaincu, partiellement séduit par tout ça, et Maxime Puteaux, merci.